Aujourd'hui, dans Meaux et son histoire, suite de nos 5 volets consacrés à l'histoire du brie de Meaux, le fromage 2 fois millénaire, le Moyen Âge et la Renaissance. Alors, comme je vous le disais dans le numéro précédent, on s'est arrêté à l'époque de Charlemagne. Le brie de Meaux va attendre l'époque des comtes de Champagne et des rois des Francs pour vraiment s'imposer euh, comme étant incontournable dans les relations entre ces deux seigneurs et dans la géopolitique du royaume des Francs, puis du royaume de France à l'époque médiévale. Il faut savoir que le Brimo, en fait, a apaisé les tensions entre ces deux grands seigneurs. Pour comprendre le rôle du Brimo, il faut remonter au XIIe siècle. XIIe siècle, vous avez Louis VI le Gros au début du siècle qui est en guerre contre Thibaut II de Champagne, qui est aussi comte de Blois par la même occasion, et qui a d'ailleurs un château à Meaux, euh, et qu'il a hérité des comtes de Vermandois. Et son fils Louis VII le Jeune poursuit la guerre contre Thibaut II et finalement la paix est signée en 1142 à Vitry après un véritable massacre qui a eu lieu, mais ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est l'histoire du Brie, bien sûr. Et ce traité se conclut par un mariage entre Marie de France, la future Marie de Champagne, la fille de Louis VII le Jeune et d'Aliénor d'Aquitaine, et Henri, le futur Henri Ier le libéral, le fils de Thibaut II de Champagne. Durant la génération suivante, nous avons le règne de Philippe Auguste, qui s'étend de 1180 à 1223. Et Philippe Auguste, en 1204, euh, décide de fonder le royaume de France en prenant le titre de roi de France et non plus de roi des Francs. À ce moment-là, il a vaincu Jean Santerre, le frère félon de Richard Cœur de Lion, l'ancien Richard Ier Plantagenet décédé en 1199, avec lequel le roi de France, Philippe Auguste, était déjà en guerre à cette époque. Et en 1204, il décide, après avoir fait tomber la forteresse des Plantagenets de Château-Gaillard en Normandie, d'attaquer le comté de Champagne. Et Thibaut IV de Champagne a une idée pour apaiser le roi de France. Il demande à sa fille, Blanche de Navarre, de lui faire parvenir du brie de Meaux, de faire parvenir au roi du brie de Meaux. Et Philippe Auguste est tellement enchanté, déjà par la beauté de Blanche de Navarre, mais en plus par le goût délicieux du brie de Meaux, qu'il décide de ne pas attaquer le comté de Champagne. Et c'est pour ça que Meaux deviendra d'ailleurs, et nous le verrons par la suite, française bien plus tard. Il faudra attendre la fin du siècle pour cela. Alors, notre brie de Meaux, eh bien notre brie de Meaux, il va évoluer, puisque à la cour des rois de France, et le témoignage qu'on a au XIVe siècle, c'est celui d'un certain Jean de Brie, et oui, la fameuse rue Jean de Brie, où nous avons aujourd'hui la fromagerie Saint-Faron. Eh bien, Jean de Brie, c'était l'intendant des bergeries de Charles V, le fameux roi sage qui a permis de gagner
la deuxième manche de la guerre de Cent Ans avec le premier traité de Paris qui s'était soldé par une magnifique victoire de Bertrand du Guesclin, qui avait nommé connétable de France. Et Jean de Brie adorait le fromage de Brie. On a un témoignage de lui qui date des années 1370, où en fait il explique que le fromage de Brie est tellement délicieux qu'il n'a même pas envie de l'envoyer à ses conquêtes féminines. Et oui, car à l'époque, la mode est d'envoyer du fromage de Brie à la demoiselle que l'on veut séduire dans les hautes cours de France, dont celle du royaume de France depuis l'époque de Philippe Auguste. Depuis que Philippe Auguste a trouvé le Brie délicieux en 1204. Nous avons aussi au règne suivant, avec Charles VI, un certain Eustache Deschamps qui avait permis aussi, aux côtés de Bertrand du Guesclin, de repousser les Anglais hors du royaume de France, qui était un grand poète français, et qui avait composé des vers pour vanter le bon goût du fromage de Brie. Mais ce n'est qu'à l'époque de la Renaissance que le Brie va être consacré roi des fromages. Et oui. Et nous avons cette mention dans le Catalogus Gloriae Mundi d'un certain Bartholomé Chasseneux. Et Bartholomé Chasseneux écrit cela. Alors, est-ce qu'il écrit cela parce qu'il aime le Brie ou est-ce qu'il écrit cela parce que manifestement son roi de France, François Ier, adore le Brie? Il est clair que c'est peut-être un peu des deux. Et il est vrai que François Ier adore le Brie parce que même François Rabelais parle du Brie de Meaux dans son Gargantua, et Gargantua offre à Grand Gousier du Brie de Meaux donc à son père, Grand Gousier, qui est le pendant de François Ier dans le Gargantua de Rabelais. Donc le Brie de Fromage des Rois devient roi des fromages. Il est consacré donc en 1529 par Barthélemy Chasseneux et sa consécration est actée par le Gargantua de François Rabelais qui paraît en 1534. Donc véritablement, le fromage de Brie au XVIe siècle connaît vraiment son apogée. On a même la mention d'Henri IV qui aurait en février 1594 mangé du fromage de Brie avec Marguerite de Valois et que Marguerite de Valois aurait voulu le retenir d'aller voir sa maîtresse Gabrielle d'Estrées en lui faisant manger des tartines de Brie. Alors ça c'est totalement infondé, c'est Pierre Androuet, notre crémier bien-aimé, qui en parle, mais ça paraît totalement... déjà, il n'y a pas de trace historique et en plus, ça paraît totalement ridicule dans la mesure où Marguerite de Valois et Henri IV ne se sont jamais vus après le mariage qui a entraîné la Saint-Barthélemy en 1572, leur fameux mariage dans la nuit du 24 août 1572 qui a entraîné la Saint-Barthélemy. Et Henri IV et Marguerite de Valois, manifestement, voulaient se supprimer cordialement. Donc ils ne se sont plus jamais revus après ce mariage. Ils étaient chacun dans leur château respectif. Et en plus, Henri IV était en pleine guerre civile, il avait autre chose à faire que de s'occuper de ce genre d'affaires, à part évidemment de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, dont il en était éperdument amoureux. Il est vrai que la guerre n'empêchait pas le vert galant d'aller avec de charmantes demoiselles, mais certainement pas la reine de France, qui ne lui avait jamais pardonné
d'avoir abjuré autant de fois et de s'être rétracté autant de fois par rapport à sa foi protestante. Et Marguerite de Valois était une fervente catholique, malgré le fait que c'était pas du tout une sainte Nitouche, bien sûr, mais elle n'avait pas digéré de la part d'Henri IV son attitude vis-à-vis de la religion catholique. Et Henri IV, ce qui est sûr, c'est qu'il a introduit le vin de Givry, donc il devait sûrement manger du brie, car il a introduit le vin de Givry qui était lié à sa possession du château de Germolles, qui lui venait d'un lointain prédécesseur, qui n'est pas son ancêtre, bien sûr, car Henri IV est un Bourbon, le roi Louis XI, qui est un Valois, et qui a régné de 1461 à 1483, et qui, 2 ans avant sa mort en 1481, a obtenu le duché de Bourgogne après avoir vaincu Charles le Téméraire en 1477, puis Maximilien, le fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui deviendra Maximilien Ier de Habsbourg en 1481, à la fin des guerres de Bourgogne. Donc le brie de Meaux, quand on arrive au grand siècle, est à son apogée. Nous verrons par la suite qu'au grand siècle, le sort du brie de Meaux n'a tenu qu'à un fil. À très bientôt. Cette émission vous a été a été réalisée comme d'habitude en partenariat avec Lanzari Book et Styx Radio sur une idée originale de Lanzari Book. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.